Allez, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nouvelle saison puisqu'on a commencé déjà les lives la semaine dernière, mais on arrive avec un nouveau concept puisque une fois par mois maintenant, on organise une table ronde avec plusieurs vendeurs et nous allons débattre autour d'un sujet qui vous touche tous. Et le premier sujet qu'on a choisi, c'est le syndrome de l'imposteur que théoriquement, vous avez à peu près tous connu et on pense que c'est un bon sujet justement pour commencer ces tables rondes et donc pour parler de ça. Déjà, petite introduction sur le sujet. Alors, le syndrome de l'imposteur, vous vous êtes tous déjà dit, sans doute à un moment ou à un autre, j'ai de la chance d'avoir eu ce travail. Oh, j'ai de la chance d'avoir eu ce client. Le client est satisfait, mais uniquement parce que j'ai été sympa. Euh, Disons que à un moment, des clients vous ont trouvé peut-être, vous avez peur que des clients vous aient trouvé médiocre. Vous pensez que vous livrez toujours quelque chose qui est pas très bon, mais finalement vous avancez dans votre boulot. Les clients sont satisfaits, mais vous traînez un peu la patte. Vous savez pas trop comment réagir à ça. Donc ce syndrome a été, on va dire, mis à jour dans les années 80 et il touche souvent donc des personnes qui réussissent dans la vie, qui n'ont aucun problème avec ça, mais qui ne s'en attribuent pas le mérite. Et donc, ça se résume en une modestie qui est souvent poussée à l'extrême et qui est signe assez souvent aussi d'un profond malaise qui peut donc entacher le travail et entacher la productivité. Donc c'est une sensation un petit peu désagréable de douter de soi en permanence, de ne pas se sentir légitime dans son statut de finalement ne pas s'en approprier les succès. Finalement, ce sont souvent un peu plus les femmes que les hommes qui sont touchés. Bon, sans doute aussi parce que les femmes sont un peu plus en retrait dans notre société, malheureusement, et donc se remettent souvent beaucoup plus en question que les hommes. Donc, elles sont plus touchées par ça. Et l'important donc dans ce syndrome, c'est surtout de savoir quand il arrive, d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance pour arriver à le résoudre. Et donc, c'est pas une maladie. Absolument pas. C'est plutôt un mécanisme psychologique qui nous arrive à tous une fois dans la vie. Et donc, pour en parler un petit peu plus en détail, je suis très content donc d'accueillir 4 personnes. Voilà. Salut à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, Salut. j'accueille Florian, Karine, Jean-Baptiste et Amélie. On va peut-être commencer par un très léger tour de table pour savoir donc qui est qui. Peut-être commencer par Karine. Bonjour tout le monde. Bonjour, donc moi je suis plutôt web designer et je travaille avec WordPress, avec Internet. Je travaille avec WordPress, je travaille en web depuis 2008 et je suis freelance depuis Merci 2012. beaucoup. Jean-Baptiste? Oui, alors moi je suis principalement orienté vers l'optimisation donc sur 5 euros, j'ai sur 5 euros, c'est principalement Excel et Google pour automatiser tout ce qui est en règle générale gestion du business. Donc et je suis sur ce tableau-là début 2019. Super. On va peut-être passer maintenant à Florian. Donc bonjour à tous, je suis copywriter dans 3 ans. J'entrepreneur, les indépendants et les leviers psychologiques et marketing. Super. Apparemment, il y a un petit problème de son. Je vais le régler tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà, je pense que maintenant, ça sera beaucoup mieux. Désolé pour le petit problème de son. En fait, il était en double. Maintenant, c'est réglé. Ok, tu veux que on va peut-être recommencer au moins pour toi. Ouais. Ok, ça marche. Donc du coup, je suis Florian, je suis copywriter et marketeur sur 5 euros depuis maintenant 3 ans. Et du coup, mon travail consiste à aider les indépendants à vendre plus du coup avec les mots et les leviers psychologiques et marketing. Et Amélie?
Bonjour, du coup moi c'est Amélie, je suis en charge de la communication et du marketing chez 5 euros et avant ça j'ai eu une expérience d'à peu près 1 an en tant que freelance, voilà. Parfait. Bah voilà. Donc donc vous êtes trois vendeurs, une personne donc aussi maintenant qui travaille chez 5 euros. Donc on a un panel assez large hein, avec donc des gens qui travaillent depuis un peu plus longtemps que d'autres. Donc c'est plutôt cool. Et moi j'avais donc une première question. C'est est-ce que vous êtes souvent remis en question pour de mauvaises raisons dans votre parcours et est-ce que ça vous a empêché d'avancer à un certain moment? Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment-là? Je vais commencer. Du coup, oui, plusieurs fois, pas forcément très longtemps, mais ça arrive de temps en temps. On se dit, mais comment je suis arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment ma place? Notamment quand j'étais freelance, je venais de commencer dans le monde du travail et j'avais des gros clients et je me disais, mais pourquoi moi en fait? C'était un peu très étrange. Ça m'a pas empêché d'avoir des missions ou quoi que ce soit, ça m'a jamais empêché d'avancer. Mais c'est vrai que se poser ces questions-là, je pense que c'est pas très vendeur non plus. Ça se fait peut-être un peu ressentir. Et je suis contente que ça n'arrive pas souvent, mais quand on est dans cette situation, on ne sait pas trop comment avancer et comment se dire c'est bon, calme-toi. Si tu es là, c'est qu'il y a une raison, tu vas y arriver et voilà. Et pour les autres, est-ce que donc vous êtes remis en question pour de mauvaises raisons alors que tout se passait bien et vous vous êtes donc trouvé à un moment à se dire bah oula, ce client il est peut-être pas pour moi alors que vous savez très bien que vous en aviez les capacités? Oui, bien sûr, c'est arrivé, surtout peut-être alors plutôt au début, quand on commence, parce que c'est vrai qu'on se trouve pas légitime, comment clarifier notre devis, parce qu'il y a ce deal avec l'argent. Et je pense que ça rajoute. Je pense qu'il y aurait moins ce syndrome si on faisait bénévolement, en fait. Et je pense que de se faire payer rajoute à la personne qui souffre de ce syndrome, rajoute encore une couche qui fait que bah, voilà, ça devient assez pernicieux. Ouais. Alors, ça m'est arrivé beaucoup au début. Et puis, c'est arrivé aussi, alors c'est un peu paradoxal, mais ça m'est arrivé aussi quelques années plus tard, quand peut-être dans ma vie personnelle, ça a été lié avec mon travail. Dans ma vie personnelle, c'était pas super, et du coup, ça s'est ressenti sur mon travail. Donc, en fin de compte, on peut dire que bah, c'est quand même relativement lié, quoi, cet état d'esprit de voilà. Et d'ailleurs, donc pour Florian et Jean-Baptiste, vous allez peut-être compléter. Il y a cette idée de Karine qui est très juste, je pense. C'est que quand il arrive au début, on a souvent un problème de facturer à la juste valeur, en fait. Et est-ce que donc pour vous c'est lié aussi? Ouais, vas-y Florian, je te laisse. Ouais, ça marche. Oui, en fait, alors je pense que déjà ça peut arriver au début. Moi personnellement, je l'ai pas beaucoup connu au début parce que justement, quand je suis arrivé, du coup, j'ai voulu, vu que je me sentais pas du tout légitime au départ quand je me suis lancé, j'ai pricé très bas en fait. Et c'est vraiment quand j'ai vu du coup la valeur que j'apportais à mes clients et les résultats qu'ils avaient et les commandes qui s'accumulaient, que justement c'est quand j'ai atteint justement le palier supérieur où là j'ai commencé justement à pricer du coup forcément plus cher. Et là où justement c'est là où ce syndrome de l'imposteur est vraiment apparu, où je me suis dit est-ce que vraiment est-ce que je suis légitime du coup à vendre des prestations à ce prix-là. Et c'est vrai que je rejoins beaucoup justement par rapport au prix. Je pense que c'est vraiment peut-être quelque chose qu'on a beaucoup en France aussi par rapport à notre culture. On a un petit peu l'argent qui est très tabou. Et en tant que freelance, on le ressent beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal justement à savoir comment pricer par rapport à la valeur qu'on apporte. Est-ce que d'ailleurs, peut-être Jean-Baptiste, alors toi peut-être que tu as commencé avant 5 euros, hein, c'est peut-être après pour bondir aussi sur le système, peut-être que quelque chose comme 5 euros qui finalement retire la partie devis aide à peut-être avancer un peu plus sur ces problématiques de tarifs et donc se sentir peut-être plus légitime dès le début parce qu'on met les choses en face du client. Ouais, moi j'ai
commencé ma vie de freelance grâce à 5 euros, justement. C'est vous qui m'avez lancé, donc je vous remercie déjà. Mais ouais, je pense que c'est pas forcément... Enfin, c'est lié et pas lié à la fois, parce que personnellement, j'ai commencé avec 5 euros parce que j'avais ce problème de syndrome de l'imposteur en me disant, ce que je fais, parce que j'adore, justement, c'est ma passion première de travailler sur des tableurs, donc Excel et Google Sheet. Et c'est un ami à moi qui m'a mis devant les yeux que c'était quelque chose qui se vendait et que ça fonctionnait, quoi. Donc derrière, voilà, j'ai commencé avec 5 euros. Le fait qu'il n'y ait pas ce problème de devis, déjà, ça nous enlève un frein. Mais dans tous les cas, on est obligé de commencer bas parce que c'est pas forcément lié à est-ce que je suis légitime, mais enfin ça l'est aussi, mais c'est aussi lié à où est ma notoriété dans ce domaine-là. Donc forcément, on n'a pas de notoriété, on est obligé de commencer bas, et après, au fur et à mesure, on gagne en notoriété et on augmente ses tarifs, on augmente ses prestations aussi parce que on commence avec un microservice, puis deux, puis on touche à plusieurs domaines. Mais c'est vrai que dans un premier temps, moi, le syndrome de l'imposteur, il est venu vraiment avant à me dire, ce que je fais, c'est, enfin, quand mon ami il m'a mis ça devant les yeux, qui m'a dit, ce que tu fais, c'est génial, pourquoi tu le vends pas et tout, je lui fais, mais ça se vend pas ce genre de prestation, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est ma passion et pourquoi je la vendrais? Et c'est vrai que ça fonctionne. Enfin, voilà, c'est pas parce que c'est une passion que ça se vend pas. On fait souvent un Et travail par passion, hein, de toute façon. c'est ça. De toute façon, généralement, on n'est pas freelance pour un boulot qu'on n'aime pas. Mais ouais, enfin, de toute façon, c'est vraiment, pour moi, le syndrome de l'imposteur, il n'est pas au prix, parce que pour moi, le prix se reflète par rapport à notre notoriété. Mais c'est vrai que ça apporte aussi pas mal de problèmes du fait que, principalement en France, la question de l'argent est assez tabou alors que ça devrait pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. En tout cas, il y a donc cette première disons, facette du syndrome de l'imposteur, donc on voit assez souvent, c'est la question donc de se sentir non légitime et en tout cas de travailler et de réussir finalement pour de mauvaises raisons. Mais il y a aussi d'autres choses qui se mettent en place. C'est souvent qu'on dépense une trop grande quantité de travail et d'efforts pour arriver à un certain résultat et pour arriver en tout cas à ce qui est demandé. Parce qu'on a envie de toujours en faire plus. Donc que ce soit dans la préparation alors ça se voit aussi hein, pour la préparation des examens, pour la préparation des entretiens, on en fait, parce que on a le sentiment que plus on en fait, plus on va être légitime pour satisfaire la personne en face de soi. Et donc, alors ça aussi, on le bat, on essaie de se battre contre ça sur 5 euros parce qu'on essaie d'encadrer les prestations et en encadrant les prestations, on essaie de lutter contre ça. Mais est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez ressenti déjà ce genre de choses? Oui. Je t'en prie, hein, Karine, si tu veux prendre la parole ou Amélie, allez-y, foncez. Vas-y, Karine. Vas-y. Du coup, j'allais dire, oui, moi, quand j'étais freelance, c'est vrai que, en fait, quand on nous demande un travail, et c'est vrai que c'est encore ce rapport avec l'argent, c'est qu'on nous paye pour quelque chose et on se dit que ce qu'on donne, c'est peut-être pas assez, pas forcément ce qu'ils attendent, mais pas assez par rapport à ce qu'ils ont payé. Donc, ça, on se dit, bon, faut améliorer, et des fois, on passe un temps, mais infini sur des tâches qui demanderaient beaucoup moins pour améliorer un tout petit peu. Et les gens ne s'en rendent pas forcément compte non plus derrière. Donc, ce qui n'aide pas quand on est dans cette mentalité-là, puisqu'on se dit, bon, finalement, j'aurais pu faire mieux parce que ça ne s'est pas vu. Alors que non, juste les gens n'attendent pas qu'on en fasse autant et il faut juste, nous, se donner des exigences un peu plus basses et arrêter d'être perfectionniste à un point un peu maladif, trop, quoi. Oui, ce truc de perfection, je pense que tout le monde l'a ressenti un jour. Est-ce que dans le travail, il est essentiel d'arriver à ce degré de perfection? Peut-être Karine?
Voilà. Alors, donc, il y a deux choses. Il y a le syndrome de l'imposteur, quand vraiment c'est pernicieux, douloureux et qu'on est en souffrance. Mais il y a aussi juste être perfectionniste. Et ça, c'est ce que je ressens. Et je pense pas que j'ai pas le syndrome de l'imposteur, mais je suis perfectionniste et j'ai vraiment l'impression que moi, tant qu'il va y avoir ce petit pixel de décalé et que ça me convient pas, alors je ne vois pas pourquoi ça pourrait convenir au client. Et je peux passer pour une petite commande à 10 euros, ou bon, enfin, bref, et ça va prendre et je n'arrive pas encore au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à me dire, ton travail est plus que correct, c'est bien. Je ne peux pas m'arrêter à du bon travail. Il faut que j'aille encore au-delà. Et ça, encore au jour d'aujourd'hui. Et juste pour rebondir un petit peu sur ce que Jean-Baptiste a dit tout à l'heure, même si c'est un petit peu lointain, je pense que tous les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur devraient être vendeurs sur 5 euros. Parce qu'il y a une chose qui fait vraiment du bien au-delà on ne fait pas les devis, bon, il faut qu'on donne un tarif pour notre travail et évalué. Par contre, ce qui fait du bien, c'est tous ces commentaires positifs qu'on a par des gens qu'on ne connaît pas. Donc, on sait, c'est vraiment gratuit, quoi. Le gars, il ne nous dit pas super travail, merci Karine, machin, parce que pour me faire plaisir. Le gars, il a payé quelque chose, il en veut pour son argent. Et quand je livre la commande, il me dit, enfin, je dis nous vendeurs, quoi. Hein, et il dit quand même super boulot, machin bidule. Quand on sait comment c'est difficile d'avoir un avis positif, parce que quand c'est négatif, les gens, ils écrivent, hein, quand c'est positif, un petit peu moins. Et quand on voit, moi, ça fait déjà un petit peu que je suis sur la plateforme, hein, janvier 2020, je crois, et du coup, oui, c'est janvier 2020, et du coup, j'ai déjà pas mal d'avis, et je me dis, mais enfin, les gens me font toujours des compliments, quoi. Pourquoi je les accepte? Et ça, vraiment, quand on se dit, c'est des gens qui vous connaissent pas, ils ont aucun intérêt de te faire un avis positif, alors ça fait du bien. Et je pense que tous les gens qui souffrent du syndrome devraient le faire sur la plateforme. Quelqu'un voulait prendre la parole encore là, sur ce sujet de perfectionniste? Ouais, moi je veux bien parce que c'est d'autant plus vrai dans mathématiques d'optimisation du temps et du travail. C'est que, bah voilà, comme le disait Amélie très justement, parfois on passe beaucoup plus de temps que prévu sur une tâche et bah ça. Voilà, c'est lié aussi au perfectionnisme parce que en tant que professionnel, on a cet œil très vicieux, je dirais, de dire ah ben là il y a une petite erreur, je peux pas livrer tant que c'est pas corrigé parce que c'est obligé qu'on va s'en rendre compte, alors que des fois, bah, tout simplement on peut pas faire mieux parce qu'on est déjà quasiment au maximum de ce qu'on peut faire. Et bah, ça sert à rien de fois, c'est juste notre œil de professionnel qui dit que bah, qu'il y a une erreur et que ça va pas du tout parce que voilà, comme Karine le disait hein, sur WordPress, parce que c'est à un pixel près, parce qu'il y a un truc qui va pas et c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps le nez au milieu de la figure quoi et ça peut être amélioré, mais dans un premier temps, pour ce que la personne a payé, c'est déjà très bien. Et bah, si elle veut une amélioration, là, on peut discuter avec elle pour aller plus loin ensemble et vraiment ajouter une plus-value. Je pense que c'est pas tout le temps donner. Il faut donner, ça c'est sûr, mais il faut pas rester dans la perfection en se disant, bah voilà, je peux pas. Sachant les prix entre guillemets sur 5 euros, les devis que les clients font, on peut pas non plus donner l'intégralité de notre temps à nos clients pour juste un petit pixel par exemple, hein, si je reviens à l'histoire de Karine. Sans oublier que, parce que là on disait Jean-Baptiste, une petite erreur, mais c'est notre œil de pro, mais des fois il n'y a même pas d'erreur. Moi oui. J'ai déjà vu me dire, l'image, elle serait pas un peu mieux à droite ou à gauche. Mais ça se trouve, le client, il s'en moque à droite, à gauche, ou alors vous allez réfléchir 3 heures, je la mets à gauche et puis le texte, je le centre là. Tout. Et
alors que le client aurait préféré la première solution, à passer encore une demi-heure à vouloir modifier un truc qui était déjà bien et qui aurait plu au client. Même sans parler d'erreurs, parce qu'on travaille avec des erreurs. C'est juste, nous, on se dit, et si ça, une autre solution, ça, ce serait pas mieux, toujours vouloir optimiser et toujours faire mieux, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi je privilégie quand c'est comme ça la discussion avec le client. Par exemple, si j'ai plusieurs idées sur quelque chose que le client m'a demandé, au lieu de perdre 3 heures à me dire est-ce que c'est mieux ça ou ça, pour le coup, je me réfère plus aux 4 accords Toltec, c'est ne jamais comment faire de suppositions. Ne jamais faire de suppositions. Ouais. Et du coup, je pose la question directement au client, ça m'évite de perdre 3 heures. Je pose la question directement au client, j'attends sa réponse, du coup je fais autre chose en attendant, ça m'évite de perdre du temps. Et puis au moins c'est vraiment ce que le client veut, puisque j'ai 3 idées, par exemple, pour revenir sur ce que tu disais, j'ai 3 idées. C'est pas à moi de prendre la décision, c'est au client. Je lui envoie les 3 idées et c'est lui qui choisit. Et là, tout à fait. Souvent, on tourne autour du pot et on travaille pendant 3 heures de son côté, alors que finalement, c'est le client qui a la bonne réponse. Et c'est finalement le client qui décide. C'est pas vous qui vous devez limiter votre degré de perfection. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Peut-être que je vais, pour Florian, je vais peut-être partir sur un autre sujet, parce que là, on a fait déjà pas mal le tour. C'est la préparation à l'échec. Parce que finalement, quand on est perfectionniste, quand on essaie vraiment de faire au mieux, on se prépare aussi souvent à ce que le client soit déçu dans une prestation, et on va se dire bon, de toute façon voilà, j'ai peut-être bien fait mon travail, mais quoi qu'il en soit, je vais plutôt me préparer à ce que le client me dise c'est pas bien que c'est bien. Est-ce que déjà toi ça t'est déjà arrivé, et si c'est le cas, comment t'as vécu ça? Ouais, alors juste déjà, peut-être juste une petite phrase par rapport à la perfection. Je pense qu'on est aussi perfectionniste parce qu'on adore nos métiers aussi. On est passionné par nos métiers. Et en fait, on prend généralement aussi les missions de nos clients comme nos propres projets. On les prend tellement à cœur que du coup, c'est pour ça aussi qu'on est perfectionniste. Parce qu'on se dit, voilà, si jamais c'était moi, pour moi, c'est pas au pixel, c'est au mot. Mais voilà, j'aimerais plus utiliser, non, ce mot, il me va pas, j'aimerais plus utiliser ce mot-là. Et finalement, le client, peut-être qu'il ne s'en rendra pas compte. Mais c'est parce que nous, en fait, on aimerait que ce soit parfait pour nous et donc pour nos clients. Voilà. Mais je pense que peut-être aussi, il y a ça qui doit jouer. Et du coup, par rapport à l'échec, la préparation à l'échec, oui, en fait, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, des fois, on peut avoir des très grosses surprises du style, on n'est pas, des fois, ça arrive qu'on n'est pas au top de notre forme sur un projet. Voilà, il y a peut-être, moi, par exemple, c'est plus peut-être par rapport à une thématique où je suis moins à l'aise que d'autres. Voilà, j'ai pas d'exemple typique, mais voilà, peut-être plus une thématique où je suis moins à l'aise. Et du coup, en fait, on va s'attendre à ce que le client soit un petit peu déçu ou soit pas forcément très content. Et en fait, on est surpris parce que le client nous laisse, comme disait Karine, justement, un super avis positif parce que son attente par rapport à son attente était inférieure à ce que nous, on lui a fourni en termes de qualité. Donc, je pense que il faut arriver à casser cette barrière et se dire, voilà, moi, je donne le meilleur de moi-même et puis on verra si ça passera ou si ça passe pas. Et puis après, il y a aussi, je pense, tout le cadrage auparavant avec un questionnaire ou des choses comme ça qui peuvent permettre de vraiment cadrer le travail pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes du client. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que même si on a un client qui est insatisfait, ça peut arriver, ça arrive toujours. Au moins, on a fait tout un travail en amont pour vraiment être sûr, nous, en tout cas en tant que freelance, d'avoir fait notre taf. Et je pense que c'est la priorité aussi. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Donc, en fait, là, on a vu un petit peu quels étaient potentiellement des indices qui vous pouvez dire, est-ce que vous souffrez finalement j'aime pas trop le terme souffrir parce que finalement on n'en souffre pas, c'est juste une position par rapport à une situation, mais c'est une position par rapport à des situations qui peuvent vous empêcher de faire correctement votre travail. Et donc il est assez important de s'en rendre compte pour après résoudre ça. Donc il y a pas mal de questionnaires sur internet. Si vous cherchez, vous pouvez disons répondre à des questions assez précises et ça vous aidera aussi à vous rendre compte si vous êtes dans la bonne situation ou pas. Et finalement
on voit souvent donc une différence entre les débuts et quand on devient un petit peu plus aguerri, avec plusieurs années d'expérience. Finalement, on l'a de moins en moins ce syndrome. Est-ce que vous avez vu une différence entre donc vos débuts et là maintenant, quand vous avez l'habitude de travailler, est-ce que vous sentez encore des choses comme ça qui apparaissent? Ouais, personnellement, je le sens encore principalement à chaque fois que je mets un nouveau microservice en ligne, parce que bah voilà, c'est quelque chose de nouveau et c'est pas forcément le fait de se sentir illégitime, mais c'est surtout le stress de est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que j'ai assez de notoriété dans ce domaine-là pour pouvoir ça en place, etc. Alors que derrière, enfin, c'est toutes ces questions naturelles et justement qui sont naturelles, mais qui devraient pas exister dans le sens où parfois on arrive dans un domaine et justement c'est pas forcément le fait de se sentir illégitime, notoriété, parce que bah on a une expertise à envoyer à notre audience, à nos clients, et on est visible nulle part finalement, donc c'est le temps d'être visible et de monter justement cette notoriété, cette expertise de notre communauté. Et je pense que ça c'est super important à prendre en compte, c'est que c'est pas parce que c'est nouveau qu'on n'est pas légitime. Justement, c'est parce qu'on pas qu'on n'est pas légitime, mais qu'on n'est pas visible finalement sur Internet ou dans la vie réelle. Quelqu'un voudrait rebondir? Moi, je vais rebondir dessus parce que du coup, moi, j'ai pas de microservice sur 5 euros. Donc, je vais parler en dehors de la plateforme. C'est vrai que quand on commence, quand on fait quelque chose de nouveau dans son métier, on se demande toujours si déjà on est capable de le faire parce qu'on n'a pas forcément les résultats avant. Et des fois, c'est compliqué quand les résultats ne sont pas là. On se demande si c'est si c'est alors qu'il y a plein de paramètres autour et que c'est pas forcément de sa faute par manque d'expérience ou quoi. Moi, la chose qui me fait relativiser, c'est comme vous, les avis positifs. Quand on dit non, c'est pas de ta faute, faut savoir le prendre. Juste arrêter de se poser des questions et moi je le prends et maintenant je dis bon ok, arrête de réfléchir, c'est pas toi, c'est pas grave. La prochaine fois on fera différemment et puis ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que je pense que tout ce qui est quand on va dans quelque chose de nouveau et d'inconnu, on se demande si on est fait pour ça, si on va y arriver et c'est là que ça intervient le plus, comme on dit, le syndrome de l'imposteur. Merci. Ouais, c'est pour ça que je pense que juste pour rebondir, le syndrome de l'imposteur, il peut apparaître justement à plusieurs moments, même je pense après, enfin moi je les ai pas, mais après 5-10 ans d'expérience, je pense que même si on lance une nouvelle offre ou quelque chose, un nouvel accompagnement, des choses comme ça, je pense qu'il faut revenir à plusieurs reprises. Donc c'est ça qui est important de savoir en fait comment on réagit pour pouvoir mettre en place justement des solutions pour briser un petit peu et pas que ça nous... Ben voilà, on va finir avec les solutions. On en a parlé déjà un petit peu. C'était donc d'encadrer son travail, de se sentir quand même légitime et de sentir la valeur qu'on apporte. Finalement, qu'est-ce qui rend mes prestations uniques? Qu'est-ce qui fait que mon travail est très bon? Est-ce que vous auriez, vous, des conseils très factuels, très pratiques, qui peuvent aider justement les autres vendeurs qui en souffriraient? Je pense qu'il faut être bienveillant avec soi-même et arrêter de se torturer sur des compétences qu'on a, que c'est indéniable, que tout le monde a reconnu, et que il faut être bienveillant avec soi-même et bienveillant avec les autres, parce que les autres, ils vont pas nous guetter là au coin du bois parce que on a mis un rouge un peu trop rouge, enfin bon voilà, comme c'est un peu du web design. Et je pense, et il faut aussi objectiver ses compétences pour se sentir légitime. Tu sais le faire, tu sais le faire.
Ça fait moi 2008, ça fait voilà quelques années déjà que je fais du web design. Je sais le faire. Pourquoi là, dans 5 ans, hop, j'ai un petit passage où je me sens pas légitime, hein. Voilà, il faut être bienveillant avec soi. Ouais, je pense aussi, il faut, moi, si je pouvais donner un petit tips, il faut arrêter de croire, je pense qu'il faut briser cette croyance de croire que tout le monde peut arriver à le faire, en fait. De croire que tous ses clients peuvent arriver à le faire. Si les gens nous embauchent, c'est parce qu'on a une compétence, justement, qu'ils recherchent. Et après, je pense que tous les avis positifs, tous les résultats qu'on donne à nos clients, je pense que c'est bien des fois, quand on est dans ces périodes-là, de les relire et de se remettre dedans, histoire de se rebooster pour pouvoir continuer à avancer et faire ce qu'on sait faire. Ah oui, si je peux me permettre, une petite astuce, je pense, qui peut bien marcher, c'est bien fonctionner, c'est quand on est dans une période de doute comme ça, faire un petit comeback et puis dire tout ce qui s'est bien passé, quoi. Tiens, ça, oui, le client était super content, ça, oui, là, vraiment, c'était super mon projet, voilà, et faire un petit comeback sur tout ce qui est positif, justement, et tout ce qu'on a su donner aux gens. Ça, et moi, si j'ai un dernier petit conseil à donner, c'est plutôt sur tout ce qui est négatif, justement, parce que l'échec est formateur et c'est pas parce que vous vous plantez que vous vous planterez tout le temps, justement. On apprend de ses erreurs, c'est comme ça qu'on s'améliore quotidiennement. Et donc, c'est pas parce que vous avez des avis négatifs ou des retours négatifs ou que vous avez fait plein d'erreurs, justement. C'est de ces erreurs-là, de ces avis négatifs-là que vous grandirez et que vous vous améliorerez. C'est pas parce que vous avez de la négativité autour de vous que vous n'êtes pas légitime, bien au contraire. C'est grâce à ça que vous irez mieux et que vous améliorerez vos services, ou enfin, en tout cas sur 5 euros, hein, ou dans votre vie d'auto-entrepreneur, de freelance. Mais c'est par toute cette négativité que vous en sortirez grandi quelque part, même si on dit toujours que les gens retiennent que la négativité, c'est pas vrai. Il n'y a que vous qui la retenez. Donc, et c'est comme ça que vous grandissez. Parce que finalement, on le voit sur 5 euros, hein, les personnes en règle générale qui sont hauts ont des avis négatifs, quelques-uns, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas légitimes, justement, et qu'ils n'ont pas grandi grâce à ces avis négatifs-là ou ces expériences négatives. Exactement. Je pense qu'on peut conclure, hein. Donc vous avez donné des tips qui étaient très concrets, et donc c'est vrai, faites parler les autres, demandez-leur tout simplement qu'est-ce que vous valez. Ça fait toujours du bien. Et posez-vous les bonnes questions, hein. Qu'est-ce qui vous rend unique? Quels sont mes principaux talents? Dites-le à voix haute. C'est surtout ça qui est important. En tout cas, ne le renfermez pas. Et derrière, parlez-en autour de vous, ou aussi aux autres vendeurs. Et c'est aussi à ça, hein, comment fonctionne la communauté 5 euros. Vous avez des vendeurs qui sont là, qui sont sur le Discord, qui sont sur le forum, et vous pouvez leur parler. Et donc ça, c'est vraiment un avantage. Vous n'êtes pas tout seul, et on a plein de problèmes dans sa vie d'entrepreneur. On va avoir des problèmes à tous les niveaux. Ça, c'en est un, mais vous en aurez d'autres. On en parlera sans doute. Et donc les autres sont là aussi pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et voilà, je pense qu'on va conclure. Est-ce que quelqu'un avait un petit quelque chose à dire avant qu'on arrête donc cette table ronde? Non, on a fait le tour. J'aime bien, moi, quand on a fait le tour du sujet, hein. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas donc à aller retrouver ces vendeurs, donc JBC Excelsior, Graphic Designer, Flow BDX, et donc Amélie, mais Amélie, vous la verrez pas sur 5 euros, mais elle est dans 5 euros, puisque elle est, moi, je suis derrière. Voilà, elle est responsable de la communication et du marketing. Elle nous a fait le plaisir d'être là pour cette première table ronde. En tout cas, nous en ferons une, donc c'était dans le mois prochain. Et le mois prochain,
le sujet, ce sera faire évoluer sa carrière quand on est freelance. On aura 4 autres invités qui parleront de l'évolution de la carrière, comment commencer, comment évoluer, comment vendre plus cher, comment ils ont fait, quels problèmes ils ont eu aussi. Donc on va toujours parler de ça. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été présent ce matin. Et je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes d'excellentes ventes et aussi une excellente journée. Merci. Salut, bye bye. Merci, Bye bye. bonne journée.